obligé de... Eh bien, si Shane nous dit que nous pourrons y aller, nous y allons. Merci d'être venus ce soir. Merci à ceux qui sont nombreux derrière leur télévision, leur PC, bien confortablement assis dans leur fauteuil préféré. On aime bien qu'il y ait des gens ici, mais pour l'orateur, c'est mieux. Merci à M. Roussel d'avoir accepté de venir nous parler de la fibromyalgie. Pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle, enfin qui ne viennent pas habituellement, je rappelle que nous faisons tous les premiers jeudis du mois une conférence sur le sport et en fonction des pathologies. La dernière fois, c'était l'intérêt du sport dans les pathologies cancéreuses. La prochaine fois, ça sera du sport-sport, puisque c'est préparation musculaire et stretching, mais on en reparlera à la fin. Donc, les douleurs chroniques, la fibromyalgie. Alors, merci beaucoup de nous parler de ça, parce que c'est une pathologie difficile pour les médecins, mais pour les patients aussi, parce que les patients en souffrent et les médecins ont quelques difficultés à faire le diagnostic de ce syndrome ou de cette maladie, syndrome polyalgique diffus, idiopathique diffus. Idiopathique, ça veut dire sans cause apparente, sans cause trouvée. Et quand on a des douleurs et qu'on ne sait pas d'où ça vient, c'est toujours très gênant pour le patient, mais c'est aussi très gênant pour le médecin qui n'arrive pas enfin, qui ne peut procéder que par élimination, et on arrive à ce diagnostic qui est bien embêtant, et on est très content d'avoir M. Roussel qui prend en charge ces patients. M. Roussel est donc un médecin qui s'occupe spécifiquement de la douleur. Il travaille en consultation externe maintenant uniquement à Malartic. Voilà, merci M. Roussel et à tout à l'heure. Vous avez besoin d'un positionnement particulier? Non, ça va. Voilà, donc je me suis intéressé à la douleur effectivement il y a de nombreuses décennies, j'allais dire. Et donc ça, c'était ma vie à Marseille, à la Timone, et maintenant une pré-retraite ici. Alors, est-ce que vous avez déjà une idée de la définition de douleur chronique? Ou on va commencer par le plus simple, peut-être, la définition de la douleur aiguë. Qu'est-ce que ça signifie, douleur aiguë? Exceptionnel. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Un ressenti inhabituel, désagréable. Douleur, c'est qu'on a mal, et aigu, c'est qu'on a très mal. D'accord. Forte. Aussi vite, non. Pas permanente. Intermittent. Bon. Alors, c'est important de s'entendre sur les mots parce que sinon, on parle de choses où on peut ne pas se comprendre. La douleur aiguë, en fait, c'est une douleur brève. C'est-à-dire qu'il y a un début, une fin. Le type même de la douleur aiguë, c'est la douleur post-opératoire. Ça commence au réveil et ça continue plus ou moins, aujourd'hui moins quand même. Donc, c'est une douleur courte. C'est une douleur qui, théoriquement, ne doit pas dépasser 6 à 8 semaines. Contrairement aux douleurs chroniques, qui sont des douleurs qui durent dans le temps, on parle de douleurs chroniques à partir de 3 mois. On va dire entre 3 et 6 mois, c'est déjà un temps conséquent. C'est important de faire la différence parce que le mot aigu, effectivement, dans notre langage habituel, c'est plutôt intense, c'est plutôt, enfin, ça n'a pas tout à fait la même signification. Alors, ça, c'est une définition qui est un peu propre. C'est la douleur, est-ce que la personne qui souffre dit. Ça, c'est le premier point. Pour être en interaction, enfin, en relation, on va dire, plutôt empathique avec celui qui souffre, il faut déjà admettre que ce qui dit, c'est la réalité. Si on a un doute, si on a une interprétation, la relation est déjà un peu biaisée. Or, la douleur de l'autre, enfin, ou la douleur de soi-même, c'est quelque chose qui ne se partage pas. On partage la vue, on partage l'odorat, l'ouïe, enfin, toutes les autres sensations. La douleur, ça ne se partage pas. Donc, on est bien obligé d'admettre que celui qui souffre, quand il dit j'ai mal, c'est qu'il a mal. C'est quelque chose qui n'est pas forcément automatique. D'admettre que c'est sa réalité à lui, et même si on ne peut pas la partager,
pas ressentir ce qu'il ressent, il faut l'admettre. Ben, ça, c'est un peu ma position depuis longtemps. Donc la douleur aiguë, en fait, cette douleur brève, c'est un symptôme, c'est une sensation, effectivement, comme vous disiez, qui est déclenchée par le système nerveux périphérique et central pour alerter l'ensemble de l'organisme, et ça évolue pendant moins de 3 mois. Donc une douleur aiguë, au jour où elle vient, effectivement, elle signifie qu'il se passe quelque chose dans l'organisme dont il faut s'occuper. C'est un signal d'alerte quand même, qui rend service à la plupart des personnes dans ces situations de douleur aiguë. Ça va jusque-là? Alors, comment ça fonctionne? On va prendre un schéma simple de... J'y arrive. Du micro pour la voix? D'accord. Alors, le circuit de la douleur, il est assez simple quand on le regarde de cette manière. Il y a un tissu qui est lésé. On prend un doigt, par exemple, qui est brûlé ou qui est piqué par un objet contondant ou autre. Et il faut bien que la lésion plus ou moins importante de l'endroit du corps qui est agressé, il faut bien que cette lésion envoie un message pour dire qu'il se passe quelque chose à la périphérie. Et ce message va passer par des fils, donc par le système nerveux, pour arriver de l'endroit où on a mal, c'est-à-dire là en l'occurrence le doigt qui se brûle, jusqu'à la moelle, et de la moelle dans la partie sous-corticale, donc cette région, et ensuite dans la partie corticale pour que le message soit intégré et donne comme information que la douleur existe, est présente, et qu'il y a une lésion à la périphérie, probablement. Donc ça, c'est un modèle assez simple. Hein, et c'est pour ça que lorsqu'on a une douleur qui dure assez longtemps, on a toujours tendance à se dire, mais il se passe toujours quelque chose dans l'endroit où j'ai mal. Or, la vérité dans la douleur aiguë n'est plus la même dans la douleur chronique. C'est-à-dire qu'on peut avoir mal dans une région donnée, alors que les lésions ont disparu, sont cicatrisées. On est plutôt dans de la chronicité liée aux séquelles. Sachant que, juste une petite information, le système nerveux périphérique, c'est-à-dire qui part de la peau du doigt en l'occurrence, ça arrive dans la moelle et là, il y a un relais. C'est-à-dire que le circuit s'arrête, il y a un autre neurone qui prend le relais et qui va monter. Donc, il arrive ici, il va monter au niveau sous-cortical et là, il y a un nouveau relais et ça va monter au niveau cortical. Donc, il y a 3 neurones qui vont se succéder pour transmettre et pour transporter plutôt et transmettre le message douloureux. Ça, c'est le système de la douleur aiguë par excellence. Mais la douleur, en fait, elle devient une douleur quand elle arrive là. Tant qu'il n'y a pas, ça n'atteint pas le cerveau, si ça reste au niveau médulaire, l'intégration du message ne peut pas se faire. Donc, il faut bien que ça arrive au cerveau. Et c'est là où les choses sont un peu plus complexes. Parce qu'on pense que on pense toujours que s'il y a douleur au niveau du cortex, c'est dans la région qui intègre on va dire, les données sensorielles. Je pense que donc, plus j'ai mal, c'est que plus le système neurologique en haut s'active en réseau. Parce qu'il reçoit des messages de plus en plus intenses qui font que la perception augmente. En fait, c'est une notion qui est assez fausse aujourd'hui, qu'on connaît assez bien. Les mécanismes d'intégration du message douloureux. Quand le message arrive dans le cerveau, il n'arrive pas dans un seul endroit. Il n'arrive pas que dans l'endroit qui va vous dire j'ai une brûlure du premier doigt de la main droite. Il ne vous dira pas. Il ne vous dira pas que ça. Et s'il ne disait que ça, ce ne serait pas de la douleur. Ce serait une sensation de brûlure du premier orteil gauche, par exemple. Point. Mais ce n'est pas une douleur, c'est une information sur une sensation dans un endroit précis. Pour qu'il y ait douleur, il faut qu'il y ait désagrément. Ça fait partie même de la définition de la douleur. Et là, on est dans la composante émotionnelle. La composante émotionnelle, c'est ce qui crée le désagrément. C'est là où ça devient pénible.
Ça peut être plus ou moins pénible jusqu'à atroce, affreux, très intense, peu importe les mots qu'on met dessus. Donc, il faut qu'il y ait ces deux composantes pour qu'il y ait une perception douloureuse. Alors, chez l'adulte, il se passe quelque chose de plus, bien chez l'adulte, c'est que nous avons une composante cognitive. Cognitive, c'est-à-dire qu'on met des mots sur ce qui se passe. Si j'ai mal là, c'est pourquoi? Est-ce que je me suis fait une entorse? Est-ce que je me suis brûlé? Est-ce que bon, on va interpréter le message douloureux et on va lui donner un sens plus ou moins péjoratif. Ça dépend de si on est optimiste ou pessimiste. Bon, c'est une petite parenthèse. Pensez que, on va faire une petite parenthèse là aussi parce que il n'y a pas de bébé ici. Pensez une chose, c'est que les enfants, quand ils sont bas âge, n'ont pas de composante cognitive. Ce qui veut dire que quand ils ont une agression périphérique, ils ont mal, mais cette douleur, c'est une émotion, essentiellement. Ils ne peuvent pas se dire, bon, si j'ai mal là, c'est... Non, ils n'ont pas de signification de ce qui se passe. Donc un enfant qui souffre, il souffre probablement beaucoup plus qu'un adulte qui peut réguler ou qui peut avoir des comportements pour modifier la douleur. Si j'ai mal, je peux me frotter, je peux me mettre du chaud, je peux avoir un comportement qui me protège un peu de la douleur. L'enfant, en bas âge, jusqu'à 3-4 ans, il n'a pas beaucoup de capacité d'interprétation et de défense. Bon, c'est une petite parenthèse, et je tiens à le faire parce qu'un enfant, il faut penser, c'est en bas âge que quand il souffre, c'est quand même une expérience particulièrement pénible pour lui. Il y a aussi lorsque le message douloureux arrive, toujours dans une douleur aiguë, au niveau du cortex, on met aussi en route le système, ce qu'on appelle neurovégétatif, c'est-à-dire tout le système de l'axe du stress. Parce que la douleur, quand elle survient, c'est aussi un stimulus, un facteur de stress. Donc, on a en plus tous ces mécanismes qui se mettent en route. Et quand on va ressentir une douleur, en fait, tous ces éléments vont se mettre en présence, enfin en action. Et donc, je dirais que la résultante est assez complexe à analyser. Parce que si immédiatement je me dis, ça y est, je me suis fracturé, j'aurais beaucoup plus mal que tu me dis, oh, c'est rien, je me suis juste un peu distendu la cheville. On a le même traumatisme, la même sensation douloureuse peut prendre des proportions différentes selon l'interprétation qu'on va lui donner. Dans toute douleur, hein, dans toute douleur aiguë. Alors imaginez dans les douleurs chroniques ce que cette composante chez l'adulte peut représenter, cette composante interprétative. Et la composante aussi neurovégétative, chaque fois que la douleur monte, on a un état de stress qui se manifeste, la douleur augmente elle aussi, donc on a des systèmes d'autorégulation de la douleur qui vont plutôt dans le sens de la régulation par excès. Alors c'est important d'avoir cette notion que la douleur est un processus certes périphérique, lésionnel, de transport, il y a des neurones qui transportent, mais ensuite ce qu'on ressent, c'est éminemment cortical, c'est vraiment dans le cerveau. Et il faut se méfier de cette notion-là parce que souvent, quelqu'un qui a mal longtemps, au bout de quelques temps, assez rapidement d'ailleurs, on va lui dire, ne te fais pas de soucis, c'est dans la tête. C'est ce que rapportent les patients douloureux chroniques. On me dit toujours, c'est dans la tête. Alors, dans la tête, mais ça n'a pas le même sens que celui-là. Dans la tête, ça veut dire tu imagines, tu en rajoutes, tu exagères, tu amplifies. Voilà. Tu te fais le film. Voilà, par exemple. Alors, c'est bien dans la tête, mais on va dire dans le cerveau. D'accord? Et les anglo-saxons ont tendance à dire une phrase simple, c'est no brain, no pain. Pas de cerveau, pas de douleur. Je donne un exemple qui est rarissime d'ailleurs. C'est un patient qui avait été étudié à Henri Mondor, à côté de Paris, et dans l'hôpital. C'est un monsieur qui se blessait régulièrement compte tenu de son travail, puisqu'il avait travaillé avec des outils, etc. Enfin, bon, il avait une manutention assez fréquente, il avait fait un travail plutôt manuel et à risque de ce côté-là. Et quand il se tapait ou il se blessait, il avait un traumatisme quelconque, il ne sentait rien, strictement rien. Alors, il n'avait pas du tout les pathologies génétiques, de la génésie,
du système douleur, comme on peut le voir chez l'enfant. Ça se voit. Mais lui, c'était quelqu'un qui, à 50 ans, il est arrivé ça. Donc, il se blessait, il était quand même en danger. Puisqu'il n'y avait plus de signal d'alarme, il était en danger. Donc, le résultat de ce signal d'alarme inexistant, c'est qu'il a fallu qu'il consulte. Il a vu une équipe donc, de neurophysiologistes, en particulier sur Henri Mondor, qui ont étudié son cas. Et effectivement, ils ont repéré qu'il y avait... Si j'arrive là-dessus... Peut-être pas encore. Si on reprend le schéma Oh précédent, merde, ouais, j'ai entendu. en fait, il avait une petite lésion dans la partie du cerveau qui a trait aux émotions. Donc, quand il avait mal, vous pouvez vous dire, je ressens une sensation d'écrasement du deuxième doigt de la main gauche, mais il avait qu'un grand sourire. On se dit, c'est bien de jamais avoir mal, comme ça, c'est parfait. Mais il était quand même en danger parce qu'il se blessait régulièrement. Donc, on s'est rendu compte qu'il avait en fait une petite lésion, certainement un AVC, à minima, mais très, très, très localisée, ce qui est rarissime de trouver une lésion aussi précise et aussi pointue que celle-là. Donc, ils l'ont bien étudié, effectivement, il avait ce problème, et bon, là, c'est très difficile de faire le cheminement inverse, de lui redonner la perception douloureuse. Donc, il a fallu qu'il apprenne plutôt à intégrer la notion que s'il avait s'il se tapait sur le doigt, il fallait peut-être qu'il revérifie tout de suite et qu'il fasse peut-être un métier aussi moins agressif de ce côté-là. Donc, pour vous dire que la perception douloureuse, elle fait partie quand même de notre cortex. Alors, la douleur chronique, c'est une douleur qui persiste ou qui est récurrente, c'est-à-dire qui vient par étapes. Les migraines chroniques, par exemple, c'est quelque chose qui revient régulièrement, pour arriver parfois 2-3 fois par semaine. Et au-delà de ce qui est habituel pour la cause initiale présumée, c'est-à-dire que s'il y a eu une lésion, un exemple simple, un zona, un zona en 3 semaines, c'est guéri habituellement. Et par contre, vous pouvez garder la douleur du zona, l'infection initiale, vous pouvez la garder pendant des mois, soit 1 an, parfois 2 ans, pas tout le temps. C'est pas la majorité des gens à qui ça arrive. Mais il y a un nombre de personnes qui peuvent ressentir la douleur, la brûlure et des charges électriques du zona pendant très longtemps. Or, c'est guéri. Ça veut simplement dire que le système nerveux qui a été perturbé, c'est le moins qu'on puisse dire, atteint par l'infection du virus, ne remplit plus ses fonctions de contrôle, les mécanismes de contrôle de la douleur sont dysfonctionnels. Le résultat, c'est qu'il y a de la douleur, alors que, normalement, on ne devrait rien ressentir. Et même parfois, on a de la douleur, alors que la partie est ce qu'on appelle hypoesthésique, c'est-à-dire que la sensibilité a disparu. Ça veut bien dire que c'est le système nerveux qui s'auto-active en permanence et qu'il n'y a plus de frein pour arrêter le message douloureux. C'est pour imaginer. Ça entraîne une douleur qui dure, ça entraîne une détérioration significative et progressive de la vie en général, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit comportementale, dans les activités. Enfin, ça impacte beaucoup la vie des personnes qui ont une douleur qui dure. Ça va, je peux là? Oui? Pas ta question. Non. Alors, la fibromyalgie, alors, peut-être, je vais passer. On va parler de la fibromyalgie, c'était le thème. Alors, je vous dis tout de suite, la fibromyalgie, c'est une pathologie, comme la migraine, qui a une prédominance féminine très importante. Bon, là aujourd'hui, les femmes ne sont pas en majorité, mais c'est une pathologie qui atteint, on va dire, pour 7 à 8 personnes sur 10 atteintes de fibromyalgie sont des femmes. C'est fait de, comme si on suit ces définitions tout à fait anciennes, de l'INSERM. Donc, c'est un ensemble de symptômes chroniques d'intensité modérée à sévère. Ce sont des douleurs qui sont relativement diffuses et qui changent aussi de localisation. Par moment, c'est plus tel endroit, par moment, c'est plus tel autre. On a comme signe associé la fatigue, les troubles du sommeil et souvent ce qu'on appelle des dysfonctions cognitives, c'est-à-dire des difficultés
à se souvenir, enfin, dans l'attention, la concentration, la mémoire. Les grands signes de la fibromyalgie sont là. Aujourd'hui, il y a quand même des critères diagnostiques, je n'ai pas voulu vous embêter avec ces critères diagnostiques, qui sont très précis, qui ont été définis par des associations internationales qui permettent de bien cadrer le diagnostic, parce que la fatigue, les douleurs et les troubles cognitifs, on en trouve beaucoup. Aujourd'hui, on en trouve d'ailleurs beaucoup après le Covid. Il y a 10-15% des personnes qui ont eu un Covid, pas forcément très important d'ailleurs, qui ont des troubles, on va dire, qui viennent 2 à 3 mois après l'infection, qui sont de ce type. Donc, on a des pathologies qui ressemblent beaucoup. Le syndrome de fatigue chronique n'est pas très loin non plus de la fibromyalgie. Donc, il faut qu'il y ait des critères diagnostiques très précis pour assurer ce diagnostic, ne pas faire perdre du temps aux patients, surtout le traiter de manière inutile et prolongée. Alors, dans la fibromyalgie, ce qui existe souvent, ce sont des douleurs, donc des pathologies douloureuses associées, comme par exemple la migraine dont je vous parlais, comme les syndromes pelviens, les douleurs pelviennes chroniques, les douleurs vésicales chroniques, les douleurs orofaciales chroniques, les migraines céphalées. Donc, on est rarement, enfin c'est rare qu'une personne qui a un problème de fibromyalgie ait une seule pathologie douloureuse. Il est fréquent d'avoir des associations. Ça pesante là-dessus. Alors, pourquoi on a mal alors que finalement, dans la fibromyalgie, ce sont des douleurs, mais il n'y a pas de lésion. On peut faire toutes les IRM, toutes les scintigraphies, tous les scanners que l'on veut, on ne trouve pas de lésion. C'est pour ça qu'on peut penser que les personnes qui ont un problème de fibromyalgie sont des personnes qui sont un peu géniales, un peu sensibles, un peu douillettes, on va dire, entre guillemets. Et là, commence un peu l'affrontement entre les autres et le douloureux, ou la personne douloureuse. Alors, comment expliquer que l'on puisse avoir mal de façon aussi étendue, avec d'autres symptômes, alors que les examens usuels dont on dispose aujourd'hui, ou bien dont on dispose aujourd'hui, sont négatifs? Alors, il y a quand même une tendance aujourd'hui à observer qu'un des mécanismes principaux de la fibromyalgie, en fait, c'est une sensibilisation du système douleur, au niveau cortical en particulier, c'est pour ça qu'on appelle ça une sensibilisation centrale, qui fait qu'on a un seuil de douleur qui est abaissé. À partir du moment où on a mal avec un seuil plus bas, bien sûr qu'on va avoir plus mal que les autres personnes qui ont une protection face aux agressions extérieures modérées. Là, on a vraiment un abaissement. Donc ça se traduit par des phénomènes cliniquement, même d'allodynie, c'est-à-dire que même parfois l'effleurement peut être douloureux, ou des stimulations continues, par exemple porter un vêtement, ça va 1 heure, ça va 2 heures ou 3 heures, c'est insupportable. Très difficile. Donc là, on a des phénomènes d'allodynie, c'est-à-dire en fait de douleurs qui sont déclenchées par des facteurs déclenchants qu'on appelle des stimuli, qui ne sont pas douloureux dans le monde. A contrario, dès qu'on stimule de façon douloureuse pour vérifier si on ressent bien la piqûre, etc., là, on a une réponse qui est beaucoup plus importante chez une personne fibromyalgique que chez une personne qui n'a pas de problème de ce type, de sensibilisation centrale. Aujourd'hui, c'est un petit peu le mécanisme, on va dire, c'est pas le seul, mais c'est le mécanisme qui est le plus étudié. Alors, ça se traduit de façon assez, un peu basique, mais bon. Le message douloureux, d'habitude, donc part de la périphérie, arrive au niveau d'un moelle, là, il y a un relais, ensuite, ça monte au niveau du cortex, un deuxième relais, et ensuite, ça de sous-cortical, et au niveau du cortex, c'est le dernier relais. Normalement, quand le message douloureux arrive au niveau sous-cortical, on a un mécanisme de frein, un système de frein de la douleur, qui est un système descendant, puisqu'il va sous le cortex vers la moelle. Et donc, ce système de frein, qui est marqué en rouge ici, domine le système d'activation, parce qu'on ne sait pas pourquoi.
mais on a un système de freinage, mais aussi un système d'accélération. Alors, est-ce que ça, les choses ont souvent une finalité quand même? C'est-à-dire qu'il est possible, hein, c'est une interprétation, parce que là, on n'a pas de preuve de ce type-là. C'est la finalité du maintien en vie de l'individu. C'est dans cette perspective-là. Imaginons qu'on n'ait que des freins de la douleur. Et donc, on a un système de freinage qui marche très bien. Les lésions qui sont à la périphérie, vous risquez de les occulter. Si par contre, il y a un abaissement du frein et que l'activation se fait, on va être plus performant dans le repérage de la lésion qui continue. Mais quand on est dans une douleur chronique et que la lésion a disparu et que finalement, il y a toujours un message douloureux parce qu'il y a non plus le frein, mais l'accélérateur qui fonctionne, c'est sûr qu'on est en difficulté. Donc la finalité se perd après dans le temps, hein, bien sûr. Donc le message douloureux, habituellement, donc, il fait ce circuit, il est plutôt freiné. Dans la fibromyalgie, comme dans beaucoup de douleurs chroniques de type neuropathique en particulier, c'est-à-dire quand le système nerveux est atteint, là aussi, on va avoir une diminution de l'efficacité du freinage, et par contre, on va avoir une augmentation de l'accélérateur dans la perception douloureuse. Donc, on ressent plus de douleur malgré des stimulations qui sont très modestes et qui ne devraient pas générer de la douleur. Là, on est vraiment dans un système de contrôle de la douleur qui est dysfonctionnel. C'est un freinage qui n'est plus efficace. Ça explique certains types de douleurs. On va le retrouver dans les douleurs neuropathiques, c'est-à-dire lorsqu'il y a une lésion du système nerveux qui soit périphérique ou central, ou dans des maladies comme la fibromyalgie, où c'est un dysfonctionnement de ce système de contrôle qui est en cause. Alors, quand on a compris ça, on comprend assez facilement que les médicaments de la douleur qui coupent le circuit, ils vont avoir du mal à fonctionner. C'est-à-dire les médicaments classiques, y compris la morphine. Je dis bien la morphine externe. Ils vont avoir du mal à fonctionner parce qu'on a un système d'activation, donc qui empêche en fait ces molécules d'agir, soit les anti-inflammatoires, le paracétamol, tous les morphiniques, ne fonctionnent pas de manière très efficace. Alors, certains médicaments un peu particuliers peuvent avoir une action, mais elle reste modeste. Et donc, on est face à cette sensibilisation centrale qui est complexe. Alors, dans les traitements non médicamenteux, on va commencer par eux. Dans la fibromyalgie, nous avons des recommandations qui sont maintenant bien établies, qui se répètent. Ce sont celles de 2020, mais chaque année, il n'y a pas beaucoup de changements dans la mesure où, tant que les études ne montrent pas que tel ou tel outil thérapeutique permet d'améliorer les choses, donc il faut des études pour faire rentrer des traitements qui pourraient être efficaces dans les recommandations. Ces recommandations, il faut des preuves scientifiques de l'efficacité. Et ce qu'on n'a pas toujours dans des études sur certains types de traitements. Vous voyez que la première recommandation, c'est l'exercice aérobie. La première. Alors, on pourrait se demander pourquoi l'exercice est aussi important. Bon, on va y revenir. L'éducation, c'est l'éducation pas thérapeutique, mais l'éducation de la pathologie, c'est important parce que avoir mal dès qu'on vous touche, dès qu'on vous appuie, on vous prend le bras, etc., alors qu'il n'y a pas de lésion, c'est quand même quelque chose de perturbant. Donc, on a intérêt à avoir un maximum d'informations sur cette pathologie pour pouvoir arriver tout doucement à accepter cette pathologie en tant que telle et de se mettre à avoir une action, je dirais, d'auto-prise en charge plutôt que d'attendre des effets de traitement dont on sait qu'ils seront très aléatoires. On voit que l'hygiène du sommeil est très important. Et ensuite, on a, par exemple, les thérapies comportementales qui sont recommandées. Ça, c'est la modification de sa manière de faire, de ses stratégies d'ajustement à la douleur. L'exercice aérobie,
Pourquoi l'exercice? Parce que la douleur vous met un peu à l'écart de la vie et ralentit vos activités quotidiennes. Dès qu'on a mal, ça peut arriver avec une lombalgie. On le sait, une lombalgie, si on se laisse prendre par le piège de la lombalgie, c'est qui n'arrive pas à arriver régulièrement, on va être très vite déconditionné. Déconditionnement, ça veut dire que dès qu'on fait quelque chose, on a encore plus mal. Donc là, on rentre dans des cercles vicieux. Souvent, le déconditionnement est lié à des activités physiques insuffisantes. Mais dans la fibromyalgie, on a, ça c'est une observation régulière, c'est qu'on a des personnes qui ont un rythme quotidien, on pourrait penser qu'il est peu soutenu, en fait, de nature, il est très soutenu. Ce sont des personnes qui sont hyperactives. Donc, si je suis hyperactif, j'ai besoin de toujours faire quelque chose, ce n'est pas l'hyperactivité de l'enfant, c'est l'hyperactivité de l'adulte, c'est celui qui a besoin de toujours faire quelque chose, qui reste jamais à regarder le ciel, les oiseaux, pas souvent, qui a besoin de faire quelque chose. Par habitude, par éducation, pour beaucoup de raisons, par plaisir aussi. Le rythme quotidien trop important va bien sûr, se confronter à un état douloureux qui va augmenter parce qu'on est en sur-régime. Donc, on est sur deux éléments très différents en termes d'activité physique. Mais ce qui vous intéresse peut-être plus, c'est le déconditionnement physique, c'est-à-dire le fait j'ai mal, donc j'en fais moins. Et ensuite, si j'essaie de refaire, j'ai encore plus mal et plus vite. Enfin, là, on est dans un cercle vicieux que vous connaissez bien. Et dès qu'on ne s'entraîne plus, dès qu'on ne fait plus d'activité physique, on est en difficulté dès qu'on en refait un petit peu. Donc, il va falloir mettre en place des activités, on va dire, simples. La première, bien sûr, c'est la marche. La marche, c'est le plus simple. Or, les personnes qui ont mal ont tendance à réduire la marche. Le temps de marche, le temps d'activité de ce type. Donc, c'est plutôt dans les activités, on va dire, aérobiques, plus que dans les activités anaérobies. Qu'il va falloir remettre les choses en place. C'est la marche, ça peut être la natation, ça peut être le vélo pour certains. On connaît qui font du vélo. Donc, on peut reprendre une activité, mais il faut toujours rester quand même au niveau de ses capacités au départ, ce qui n'est pas toujours le plus simple. Je pense qu'on va y revenir. Ensuite, il faut s'occuper aussi des processus mentaux, parce que si je suis toujours en train de me dire je m'en sortirai jamais, je suis foutu, je suis incapable de... Si on a un discours négatif à propos de ses propres capacités, c'est évident qu'on déclenche, on aggrave le processus émotionnel, lequel augmente la douleur. On est dans des cercles vicieux permanents. Donc, les pensées et les émotions vont être en interaction et vont aggraver, bien sûr, le processus douloureux. Alors, quand on dit activité physique, quand on parle d'une activité physique chez quelqu'un qui est déconditionné, il faut commencer déjà par apprécier ses capacités physiques. Alors, quand on est dans des activités comme celle que l'on vient de voir, la marche, la natation ou autre, on va faire une chose simple. Si on prend la marche, on va déjà calculer, on va dire, les capacités physiques du patient. Donc là, on lui fait demande de faire un test des 6 minutes. C'est pas très compliqué, sur le même trajet, plat, à proximité de chez lui, enfin peu importe, mais soit toujours le même trajet pendant 6 minutes, qu'on sache combien il parcourt de distance dans les 6 minutes. On a déjà un point sur les capacités actuelles du patient. Ensuite, tout est très progressif, c'est-à-dire que si on veut continuer dans la marche, par exemple, sur cette activité, on va demander au patient de calculer ceci, mais ensuite de calculer le temps maximal pendant lequel il peut marcher. Et quand on dit maximal, ce n'est pas celui où on arrive épuisé. Non, c'est le temps où on se dit là, je commence à être en difficulté. C'est non pas le dernier, parce qu'après il faut revenir un peu. Donc il vaut mieux quand même que ce soit modéré en termes d'inconfort. Souvent, c'est l'essoufflement qui peut être un bon signe d'ailleurs de capacité actuelle. Donc le patient va calculer
ces distances qu'il va parcourir. Enfin, on ne travaille pas tellement les distances, je trouve que c'est trop chronophage, si j'ose dire. Par contre, ça peut être simplement enduré. Donc, si le patient a calculé à 3 reprises que son temps maximal se situe au bout de 45 minutes, la consigne ensuite, c'est de faire 50%. Donc, on est sûr qu'en étant à 50% de sa capacité maximale entre guillemets, s'il n'en fait que 50%, il n'aura pas de conséquences négatives. Donc, il pourra le refaire. Alors, pour certains, c'est frustrant, certes, mais ils savent que le lendemain, ils pourront le refaire. Alors que s'ils vont jusqu'au maximum, peut-être que pendant 3-4 jours, ils ne pourront pas le refaire. C'est quelque chose qui paraît simple et basique, mais quand on est confronté à une restriction dans ses capacités, il faut admettre, déjà, qu'on est limité. Et ça veut dire qu'il faut déjà accepter la douleur, accepter le handicap. Et ce sont des exercices assez simples qui permettent de se confronter à sa réalité. Et ensuite, l'augmentation, elle se fera par 10-15% de ce temps de marche. Les 50% d'émission, on montera tout doucement jusqu'à obtenir le maximum qui soit raisonnable d'obtenir pour chacun. Alors, il y a quand même des choses qui viennent se heurter à cette reconquête de l'activité. C'est par exemple la kinésiophobie, c'est-à-dire la peur du mouvement. C'est assez fréquent. On le voit un peu plus dans les lombalgies, mais dans la fibromyalgie, les évaluations le montrent régulièrement. Mais dans la lombalgie, c'est pas caricatural, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a une anticipation du mouvement, de se baisser, de lever un poids, etc., par rapport à la douleur, qui fait qu'on réduit de plus en plus son activité. Et donc, en réduisant ses activités, on augmente la peur, bien sûr, mais on augmente surtout son incapacité. Donc, il va falloir se réadapter. Donc, ça veut dire affronter tout doucement les activités pour lesquelles on a créé ce qu'on appelle la peur du mouvement. Comme si j'ai peur de l'ascenseur, et puis si je veux remonter l'ascenseur parce que je n'ai pas le choix, il faudrait que je le fasse, il va bien falloir que j'apprenne tout doucement à monter un ascenseur, comme pour les avions aussi, comme les phobies d'avion. Et là, on peut avoir le même protocole, on va dire, d'adaptation, de réadaptation à la kinésiophobie que dans toutes les phobies visuelles. Il va falloir aussi passer par ce qu'on appelle une adaptation, un rythme d'activité adapté aux capacités. Et là, c'est quelque chose d'encore d'un apprentissage qui n'est pas très simple pour des personnes hyperactives. Quelqu'un qui est toujours en train de faire quelque chose, il va falloir qu'il apprenne à vérifier qu'est-ce qu'il fait dans une journée. D'abord, qu'est-ce qu'il a programmé, qu'est-ce qu'il réalise dans ses programmations, et ensuite voir où il a dépassé, où il est en insuffisance ou en excès, de façon à moduler autant l'un que l'autre. Et savoir qu'est-ce qui fait qu'en étant toujours en excès, alors qu'on sait que, parce qu'on a fait l'expérience des dizaines de fois, que le lendemain, on va le payer cash. Et malgré ce, on le fait. Là, on est dans l'inverse de la kinésiophobie, on est dans l'hyperactivité plutôt. Il est vrai que affronter la non-activité excessive, c'est aussi affronter quelque chose qui est difficile pour les patients. Quelqu'un qui est habitué à être très actif, si vous dites que vous faites quelque chose pendant 20 minutes, vous vous arrêtez, vous faites une pause, non pas une pause cigarette, c'est possible, une pause, et vous appréciez ce qui vous entoure, mais vous ne bougez pas. Le problème, c'est qu'il va affronter quelque chose de difficile, qui est son incapacité à rester inactif. Et quel sens a et quelle signification a ce besoin d'hyperactivité? Et quelle signification a le fait de ne rien faire, de s'arrêter? C'est une signification souvent péjorative, parce qu'on a appris que tant qu'on peut, on fait, et on n'a pas de raison de s'asseoir. Et alors peut-être dans les nouvelles générations, ça va peut-être s'améliorer, mais dans nos générations, et même celles qui ont suivi aussi pendant quelques temps, c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement. Donc, si vous voulez, il faut passer par un apprentissage très lent, très modéré,
dans le rythme de changement, tant dans l'augmentation d'activité que dans la réduction de ce que les Anglais appellent dans les actions de passing, c'est-à-dire apprendre à réguler son activité en termes de rythme, de fractionnement, et donc d'arriver à pouvoir affronter l'inactivité, qui peut avoir une signification péjorative. Si je travaille, si je m'assieds, c'est que je suis un paresseux, qu'est-ce que va penser, pour peu que celui qui passe à côté dise ah, ben, tout à coup douce, et on relance l'hyperactivité, donc la douleur derrière. Donc, voilà un peu pour le passé. Et le registre d'activité, c'est-à-dire de noter tout ce qu'on fait, tout ce qu'on prévoit de faire, tout ce qu'on fait, ça permet effectivement à ta personne hyperactive de se rendre compte qu'elle est en excès. Alors, c'est le seul moyen, et de programmer une réduction, une adaptation de ses capacités, de ses activités à ses capacités. Donc, l'objectif d'activité, c'est d'augmenter l'activité physique, d'adapter le rythme et d'améliorer pour améliorer la fonction et la qualité de vie. Donc, dans l'activité physique, on est dans quelque chose qui n'est pas no brain, no pain, mais no pain, no gain, ça veut dire, ça on le voit dans les lombalgiques, moins j'en fais, moins j'ai mal. Effectivement, si je bouge pas très peu, j'ai pas mal, avec tout ce que ça a comme conséquence de repli sur soi, mais trop gagner, faire trop d'efforts et gagner trop dans l'activité, ça fait trop de douleur. Donc, il y a un équilibre à trouver entre les deux extrêmes. Voilà. Donc, en pratique, bon, je vous dirais, c'est assez simple. Une évaluation, test, marche, 3 jours, au moins par semaine. Et ensuite, on marche 50% du temps maximal, c'est ce que je vous avais un petit peu expliqué tout à l'heure. Donc, on voit que dans la prévention des poussées douloureuses, parce que là, on est dans la prévention des poussées douloureuses, non pas dans la gestion des poussées, une activité excessive et l'activité excessive sont des comportements, l'un à adopter, l'autre à modifier. En synthèse, quelle que soit la position vis-à-vis du syndrome fibromyalgique, puisque c'est vrai qu'il y a des connaissances qui sont de plus en plus pertinentes en ce qui concerne la fibromyalgie, et même de plus en plus complexes d'ailleurs, parce que c'est la neurophysiologie de plus en plus fine. Les neurones, aujourd'hui, ont un peu de mal à suivre, mais c'est une pathologie douloureuse qui existe, bon, parce qu'il y a 2% de la population qui le présente, qui est bien différenciée des autres pathologies. Par exemple, je vous donne un exemple, la spondylarthrite ankylosante, dans la population générale, on est à 2% de fibromyalgie. Dans la spondylarthrite ankylosante, on est à 20%. Et dans d'autres pathologies inflammatoires, comme les polyarthrites ou autres, ou le syndrome de Bougereau, on est à 50%. Ça veut dire qu'il y a des pathologies avec des phénomènes lésionnels très, très bien identifiés, sur lesquels vient se greffer la fibromyalgie. Ce qui veut dire que ces pathologies perturbent le mécanisme de contrôle de la douleur et font qu'il y a une sensibilisation qui s'installe et donc un tableau de fibromyalgie. C'est pour ça que selon les personnes, on peut avoir des pourcentages qui augmentent beaucoup. Donc en synthèse, on a intérêt à avoir une approche plurimodale et chacun est important. La psychologue est importante parce que quand on souffre longtemps, on a de bonnes raisons d'être perturbé psychologiquement. Pour peu que les douleurs qui perturbent viennent se télescoper, se percuter avec des événements de vie qui eux-mêmes sont difficiles. Donc on a une amplification, bien sûr, de l'état psychologique dans le sens négatif. Et on sait que la médecine classique a du mal avec ce type de douleurs chroniques. Avec l'ensemble des douleurs chroniques, certes, mais avec ces douleurs qu'on appelle du genre nociplastique, c'est assez difficile. Donc, en général, c'est ces éléments qui sont proposés, dont la réadaptation à l'effort fait partie intégrante, on va dire, c'est le premier point de la prise en charge thérapeutique.
Merci. J'espère pas avoir été trop long. Et merci beaucoup, Monsieur Roussel. Vous nous avez montré des tas d'éléments très importants, très intéressants, parce que, en fait, on ne connaît pas bien cette pathologie quand on est patient, quand on est malade. Et quand on en est porteur, on en subit les conséquences avec une méconnaissance souvent du processus. Et j'ai particulièrement aimé la diapo avec la moelle et le syndrome douloureux qui redescend et l'impossibilité d'action des antalgiques classiques. Et en fait, quand on a des douleurs, le patient qui a des douleurs, jusqu'à ce qu'il ait le diagnostic de fibromyalgie et qu'il soit pris réellement en compte par un médecin qui connaît la pathologie, il aura tendance effectivement à se charger en antalgiques qui n'ont, quel que soit le degré de l'antalgique, avec une efficacité tout à fait douteuse. Et donc, effectivement, il faut être pris en charge par un médecin qui connaît bien la pathologie. Mais il y a des tas de questions qui se posent pour le médecin, le rhumatologue que j'ai été, parce qu'en fait, il y a une question que je vais vous poser. Après, non, je vais vous laisser la parole. Je vous laisse la parole. Allez, posez-la. Non, 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 c'est que vous brûlez d'envie. Non, la difficulté, c'est quand on est quand on a une fibromyalgie. Alors, je me mets du côté du patient. Quand on a une fibromyalgie, on sait qu'on a une fibromyalgie et faire admettre au médecin que l'on va consulter que la douleur nouvelle que l'on a n'est pas en rapport avec la fibromyalgie et que c'est une douleur nouvelle et qui est peut-être une autre pathologie. Et chez le fibromyalgique, il y a des errances diagnostiques parfois de la part du médecin parce que parfois on se raccroche au diagnostic antérieur et il faut changer le fusil d'épaule. Et donc on est toujours sur le qui-vive pour savoir est-ce que c'est fibromyalgique ou est-ce que c'est pas fibromyalgique. Mais c'était mon problème. Alors je vais laisser la question. C'est un point important parce qu'il faut apprendre aux patients à repérer ce qui peut ne pas être fibromyalgique. Ouais, C'est très important. bien Pour sûr. une douleur aiguë, en général, elle est dans un endroit et elle reste dans cet endroit. Elle ne migre pas. Elle ne varie pas. Elle reste localisée. Elle a quand même une spécificité. Il y a quelques antécédents de colique néphritique ou autre, on arrive à repérer une colique néphritique dans un syndrome fibromyalgique. Plus difficile quand c'est des douleurs un peu plus diffuses. On va laisser la parole à Shane qui a une question transmise par Internet. C'est ça. Alors la question c'est est-ce que la cortisone est également inefficace? Alors, la cortisone, c'est un peu un piège, parce que c'est quand même un médicament qui agit sur l'axe cortico-surrénalien, entre autres. Donc, il est fréquent d'observer une amélioration transitoire, bien sûr, avec la cortisone. Mais on ne peut pas l'utiliser comme traitement, et tout le monde ne répond pas. Mais on ne peut pas l'utiliser comme traitement continu. Et d'autre part, on ne sait pas pourquoi elle agit en dehors peut-être de cet axe et de l'effet un peu plus général de la cortisone, puisqu'il n'y a pas une inflammation locale précise. Autre question, qu'appelez-vous les antalgiques classiques? Ah bon? Alors, dans les antalgiques classiques, il y a bien sûr le paracétamol. Ensuite, si on monte de classe, il y a des opiacés. Dans les opiacés, il y a les opiacés, on va dire, de faibles, c'est plus tout à fait la classification, mais on va dire faibles en termes de puissance, comme l'Isalgide, le Tramadol. Et ensuite, il y a les opiacés. Et à côté d'eux, il y a quand même des antalgiques qui sont un peu différents, à différencier un peu, ce sont les anti-inflammatoires. Parce qu'ils ont un effet antalgique et un effet anti-inflammatoire, donc plus spécifique. Donc on peut les mettre, en termes de puissance, on peut les mettre entre le paracétamol et les morphiniques. Et donc, vous disiez tout à l'heure que la morphine était plus efficace, c'est bien cela. En interrogation. Alors, je me suis mal exprimé, mais la morphine n'a pas d'efficacité particulière dans la fibromyalgie. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'action dans d'autres. Aujourd'hui, la morphine, on passe toujours par des grandes phases. À un moment donné, ça a été, on ne donne pas de morphine. Ça, c'était les années 90. On ne donne pas de morphine. Donnez de la morphine en post-op. Et on se rend compte que malgré des indications qui sont courtes, le post-opératoire,
Même en ambulatoire, aux États-Unis, ça tue des dizaines de milliers de personnes. Parce que la prescription de morphinique, même sur 8 jours, ça peut très facilement faire basculer dans la dépendance. Parce qu'on est, si vous voulez, dans la morphine, il y a l'action antalgique et puis il y a l'action psychotrope. Peut-être un mieux-être, un bien-être pour certains. Pour d'autres, c'est digestif, ça leur plaît pas beaucoup. Mais s'il y a cet effet-là, on devient très facilement addict à la morphine. La dépendance vient très vite. Et donc, on a, aux États-Unis, c'est une véritable catastrophe. En année, quand je dis des milliers de morts, c'est par an. Depuis des années, ils en sont eux, c'est un problème de santé publique énorme. Donc, aujourd'hui, la prescription de morphine, elle est limitée en post-opératoire ou dans des douleurs aiguës, mais de durée très courte, pour éviter la dépendance. Je continue. Que pensez-vous des activités physiques comme le tai chi, qigong, pilates pour la fibromyalgie? C'est tout à fait indiqué. Le tai chi, par exemple, le qigong, c'est indiqué dans la mesure où ce sont des exercices qui sont lentement, qui donc ne sont pas très agressifs pour l'organisme, et en plus qui font travailler aussi en ce qu'on pourrait appeler la proprioception et en équilibre. Alors, les personnes qui ont des problèmes de fibromyalgie ont souvent des difficultés un peu dans l'orientation un peu de leur corps, et c'est aussi de l'équilibre. Bon, donc ça rend service. Ça vient en complément de la marche ou de la natation. Une autre question. Est-ce que les endorphines liées à la pratique sportive fait baisser le niveau des douleurs? C'est une question. Une très bonne question. Alors, ça fait partie, effectivement, des traitements. Les endorphines ont un effet antalgique dans la fibromyalgie. Et la morphine a des effets indésirables, trop puissants, et pas tellement d'effets efficaces antalgiques. Donc, je dirais que les endorphines, c'est bien, à condition de ne pas dépasser ses capacités non plus et que le lendemain, on soit cloué au lit parce qu'on a trop fait. Excusez-moi, je reste sur les questions qui viennent d'être posées. J'ai quelques idées, mais quelle est votre dose maximum de corticoïdes quand vous donnez des corticoïdes? Et si vous en donnez? Alors, je pense que si on donne un corticoïde dans des cas douloureux, comme cela chronique, et sur une durée courte, il faut utiliser le protocole habituel, de commencer par 60, 40, etc. Je veux dire, sur quelques jours. Si on fait péros, monsieur. Et vous restez à des doses fortes, c'est-à-dire au-dessus de 10, 20, pendant combien de jours maximum? Je pense que tout compris, il faut rester sur une semaine. Et est-ce que vous donnez des corticoïdes en dose filée au long cours? Là, on rentre dans un problème, dans une situation où on n'a aucune preuve que ça puisse avoir d'efficacité. On n'est pas dans un rhumatisme inflammatoire, même s'il y a peut-être des phénomènes inflammatoires. Parce qu'on sait que quand il y a une hyperexcitabilité des neurones, même centraux, il y a probablement peut-être des phénomènes inflammatoires dans la microglie. Donc, dans la substance blanche. Dans le cortex, il y a la substance grise et la substance blanche, et peut-être qu'il y a des phénomènes inflammatoires neurogènes et qui ne sont pas lésionnels, et qui créent quand même un phénomène inflammatoire qui peut. Je me fais le porte-parole de certaines questions peut-être qui sont dans la salle. Ouais, je vous ai posé une question. J'ai mon épouse qui a des maux de tête fréquents. Quand je dis fréquents, dans la journée, elle peut en avoir pendant 1 heure ou deux, puis ne plus en avoir. Et depuis longtemps, elle prend un traitement du Laroxyl. Alors, ça peut être entre 6 gouttes jusqu'à 12 gouttes. Parce que c'est pas fait pour la douleur, mais apparemment, à ces doses-là, vous placez ce médicament à quel endroit par rapport aux corticoïdes La cortisone, c'est un peu particulier. D'abord, c'est un produit presque naturel, j'allais dire, mais dans les traitements de la douleur, si on revenait sur un schéma simple, ce serait. Non, plus bas. Là, je vais pour avoir un exemple. Même si c'est un exemple un peu biaisé,
les flèches sont plus importantes, etc. Mais vous avez des coupes-circuits de la douleur. Donc, vous avez les anti-inflammatoires qui peuvent avoir une action périphérique, si j'ai une inflammation articulaire. Bon. Les anti-inflammatoires, la cortisone qui a une action qui est quand même beaucoup plus, on va dire, cortico-surrénalienne. Et ensuite, vous avez des coupes-circuits de la douleur, comme la morphine, ici par exemple, qui peut avoir une action à ce niveau-là, ou au niveau central aussi. Donc, ce sont un peu j'appelle ça moi des coupes-circuits. C'est-à-dire qui essaient d'empêcher le passage du message douloureux entre différents neurones. Par contre, des médicaments comme l'aroxine, eux, ils renforcent. Ce sont des renforçateurs du système de freinage. Le freinage. D'accord? Donc, ce sont des médicaments, que ce soit l'aroxine, l'anafranil, ou sur d'autres médicaments comme le Cymbalta, qui est aussi un antidépresseur. Ce sont des médicaments qui sont des psychotropes au départ, c'est-à-dire qui étaient faits pour les pathologies, les psychologies, enfin, de nature neurologique, de psychiatrie. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient une action intrinsèque, antalgique. Et ce sont ce qu'on appelle anti-hyperalgésiants, c'est-à-dire qu'ils empêchent ces phénomènes d'aggravation de la sensibilité à la douleur. Mais ça ne soigne pas. Alors, ça ne soigne pas. Les morphiniques ne soignent pas non plus. Ce qui soigne, c'est quand on peut avoir un traitement sur la lésion qui explique la douleur. Mais quand c'est le système qui est hyperactif, on peut essayer de le prendre à ce niveau-là ou de le prendre philosophiquement, c'est la même chose. En sachant que ces antidépresseurs, comme les antiépileptiques, il y a le Neurontin, le Lyrica aussi, ce sont des mécanismes un peu différents, mais ce sont des anti-hyperalgiques. D'accord? Vous parliez de Sigmund. Non, c'est Sigmund, l'aroxyle. C'est bien. Oui. C'est bien. Adapté. Oui. Elle avait pris aussi du notertone, qui est très Notertone. difficile à trouver maintenant. Oui. Le Sertone, c'est un antimigraineux. C'est un traitement de fond pour éviter que les migraines n'apparaissent. Le laroxyle aussi. Mais un peu moins antimigraineux. Enfin bon, peu importe, on est Mais dans ce ce cadre-là. qui est bizarre, c'est que dans la journée, elle peut avoir 2-3 fois mal à la tête, et puis à d'autres moments, elle est bien. Alors que le laroxyle, on le prend le soir avant de se Oui, coucher. il vaut mieux parce que dans la journée, ça fait un peu dormir aussi. C'est difficile de faire une consultation. Hein. Non, par contre, quand il y a une céphalée, une migraine, je crois que la première chose à faire, c'est d'être sûr du type de diagnostic clinique. Ça, c'est très important parce qu'il y a une variation dans les formes cliniques des migraines où il vaut mieux peut-être avoir un avis de quelqu'un, j'allais appeler ça un migrénologue, mais c'est un peu ça, les équipes qu'on peut avoir à Nice ou à Marseille. Quand c'est un peu compliqué, il vaut mieux prendre un avis assez spécialisé. Parce que des migraines récurrentes, ça a peut-être une autre signification qu'une simple migraine. Ou alors, c'est une dépendance aux médicaments, par la prise régulière de médicaments de la douleur, on peut avoir des céphalées médicamenteuses. Enfin, tout peut se voir dans ce domaine. Donc là, je crois qu'il faut qu'il y ait un diagnostic très précis, à mon avis. Là, je voudrais savoir comment fonctionne le cerveau, parce que j'ai une amie qui a été opérée du dos, qui en souffrait énormément, qui a fait une embolie pulmonaire. Pendant son embolie pulmonaire, elle trottait comme à la peine, sentait plus rien. En fait, on ne lui a pas donné du tout de... Et le cerveau, on lui a dit qu'il avait occulté la douleur du dos. Ça me paraît tellement fou. Alors, je vais prendre un exemple un peu trivial. Je vais prendre un exemple un peu trivial. Ce sont nos amis les bêtes, et en particulier dans les taureaux, par exemple. Pour les castrer, on ne fait pas d'anesthésie. On prend un tir, on tourne le nez. Vous n'avez jamais vu? Tord le nez. On prend un tord le nez, et pendant ce temps, il y a une telle douleur qui est là que la castration passe inaperçue. Donc il y a une douleur qui domine l'autre. C'est ce que ça veut dire. Et c'est logique, quand un message douloureux arrive au niveau du cerveau, je ne peux pas tout vous expliquer, mais pour que le message douloureux arrive au niveau du cerveau, il faut que le cerveau soit, qu'on lui enlève le bruit de fond. Parce que le cerveau reçoit en permanence des stimulations de toute nature,
visuelle, auditive, olfactive, etc. Et pour qu'une sensation autre comme la douleur soit perçue, tape à la porte et dit je suis là, il faut que toutes les autres sensations, qu'elles soient sensitives, sensorielles et autres, disparaissent. Donc en fait, on a un système, quand il y a un message douloureux qui met en alerte le système, on a un système descendant qui ferme les portes. Donc toutes les autres sensations s'arrêtent, de façon à ce que le message douloureux arrive. Donc on voit qu'on peut remplacer, dans ce cas-là, si vous créez une douleur ailleurs, elle prendra la place. Et quand on veut améliorer la douleur, on a intérêt à mettre aussi un bruit de fond. C'est pour ça que maintenant, par exemple, dans les services d'anesthésie, de réanimation, de soins intensifs, il y a de la musique. De créer des sensations autres, ça permet au cerveau de recevoir d'autres informations que la sensation douloureuse. Et là, on fait l'inverse. On fait l'inverse. On crée une sensation douloureuse qui va être, voilà. Et ça, vous pouvez le rencontrer très fréquemment. Vous avez un peu mal au dos et d'un seul coup, vous avez un infarctus. Je vous souhaite pas vous allez avoir une douleur qui va dominer l'autre. N'est-ce pas un petit peu le phénomène de gate control, de rapport de la douleur, est utilisé par la médecine chinoise quand elle fait les espèces de tapotements à un endroit cutané pour détourner la douleur. La porte de la douleur est fermée et donc on ferme la douleur. Ils utilisent ce système, c'est le contrôle inhibiteur descendant diffus nociceptif, le CIDN. D'ailleurs, quand on va en Chine, c'est pas moi, je suis pas allé, mais le professeur Sedan qui était allé, il a vu un lumbago. Effectivement, il est allé voir un spécialiste chinois qui a fait l'acupuncture. Il n'a plus mal au dos. Alors, il avait mal là. C'était vraiment hyperalgésie locale et ça a sidéré le point de vue. Bon, après, il est revenu, probablement. Alors, je reviens sur la production d'endorphine. La question, c'est la production d'endorphine est-elle pas liée à une activité physique intense alors qu'on préconise une activité modérée en sport santé? Alors, je ne sais pas si c'est intense à la limite, on va dire, d'intensité pour chacun. C'est adapté à la personne. Mais si on le voit chez les personnes qui courent, qui font un peu de course à pied, mais assez simple, pas des marathoniens forcenés, mais les personnes vous diront très souvent, au début, c'est difficile, les premières minutes, c'est compliqué, etc. Et puis petit à petit, je suis parti fatigué, un peu douloureux, et puis petit à petit, je ne ressens plus rien. Effectivement, on sécrète des endorphines. Mais on en sécrète, pas nous les hommes, mais les femmes, on sécrète aussi pendant les grossesses, par exemple. Donc, il y a aussi possibilité d'être soulagé pendant la grossesse. Mais enfin, c'est un traitement palliatif compliqué quand même. Alors, il y a une chose qui, pour les endorphines, c'est une technique très récente, c'est ce qu'on appelle la stimulation millimétrique, qui est assez récente et qui consiste à stimuler de manière très superficielle des voies de la douleur, des voies sensitives, pardon, qui, par stimulation répétée, vont faire sécréter nos endorphines. Et donc là, il n'y a aucune dépendance, aucune. Il n'y a aucun effet secondaire, contrairement à la morphine, ce sont les nôtres, donc on sait les sécréter à bon escient et en quantité suffisante. Et ça peut être un traitement qui est en cours de développement, par exemple, dans la fibromyalgie, parce que ça agit plutôt sur les douleurs de ce type. Dans le même ordre d'idée, et en sortant un petit peu de la fibromyalgie peut-être, est-ce qu'il peut y avoir un entraînement à la douleur? Entraînement personnel, alors non seulement chez des sportifs, chez notamment les sports de combat, mais même chez Monsieur Tout-le-Monde. Après, ce qu'on augmente, c'est le seuil de tolérance. Voilà. Oui. Dans la douleur, il y a 3 seuils. Il y a le seuil de sensation. Là, je dis, tiens, c'est désagréable. Ensuite, il y a le seuil, encore même le seuil de sensation, c'est un seuil, je dis, tiens, je sens quelque chose. Le seuil de perception de la douleur, et ensuite, il y a le seuil de tolérance. Et c'est vrai qu'on peut essayer de s'adapter, s'habituer à une sensation douloureuse. Pour une bonne raison, c'est que c'est nous qui contrôlons le processus. C'est le fait de contrôler.
qui est important. Parce que si on vous le fait imposer de l'extérieur, ça ne marchera pas. Par contre, si vous décidez, vous, de le faire, effectivement, vous allez avoir probablement une modification dans les sécrétions d'endorphines et autres qui font que vous allez faire face à la douleur plus facilement. Dans votre expérience, les personnes qui souffrent de passing, enfin d'hyperactivité, Oui. sont fréquentes. Enfin, je connaissais. Enfin, dans les fibromyalgiques, je dirais que c'est 8 sur 10. Pardon? 8 sur 10 chez les fibromyalgiques. Après, dans d'autres pathologies, les migraineux aussi sont souvent hyperactifs. Les femmes migraineuses, puisque ce sont aussi souvent des femmes. C'est rarement des gens très détendus. Très détendus, très cool au sens de il n'y a pas de faux, d'accord. Non, c'est pas tellement dans le. Donc ça se heurte, c'est un comportement qui se heurte à la douleur, monsieur. Ils n'ont pas les mêmes intérêts l'un et l'autre. Le SPID syndrome existe toujours ou il n'existe plus? Le syndrome polyalgique idiopathique diffus? Non, C'est la fibromyalgie. j'avais bien la fibromyalgie. Pardon, de la même façon que le SPID syndrome, la fibromyalgie, c'est un syndrome qui est identifié depuis 35 ans, on va dire, à peu près, et il semblerait qu'il touche exactement la même population, le même profil psychologique que ce qui existait avant et qui a complètement disparu, qui était la spasmophilie. Alors, la spasmophilie, il y avait quand même des phénomènes critiques. Ah, il y a des phénomènes, mais il n'y en a plus. Oui, je dis des phénomènes critiques qui existaient. Là, il n'y a pas de phénomène critique. Et il n'y a plus de spasmophilie non plus. Parce que, je veux dire, il y a 40 ans, où qu'on aille, je crois qu'on était dans un transport en commun, on avait à intervenir sur une crise de spasmophilie. C'était extrêmement répandu. Et ça, quasiment totalement disparu. Moi, j'aurais mis plus près de la phobie, quand même, de l'anxiété, de la phobie. Dans la fibromyalgie, on a à peu près tous les profils psychologiques. On n'a pas tellement de profils très stéréotypés. C'est stress post-traumatique, l'anxiété, la dépression, etc. Ou pas grand-chose. Mais les symptômes sont les mêmes. Donc, quel que soit, j'allais dire, le type d'éléments psychologiques que l'on retrouve. La fibromyalgie et le syndrome douloureux chronique sont des pathologies fréquentes dans la population générale. Enfin, La fibromyalgie, je vous l'ai dit, c'est pas énorme. Oui. La migraine, ça quand même peut-être 20% des faits. Oui, et donc c'est vraiment important. Alors, il est certain qu'en pleine crise de migraine, on peut difficilement proposer à un migraineux d'aller faire du sport, d'aller monter le pharaon, mais peut-être que malgré tout, ça espacerait ces crises de migraine. Si c'est fait avec raison, avec de bons conseils. Oui, je crois qu'il faut être conseillé aussi. Et le fait d'occuper son esprit à autre chose, peut-être, ça peut aider dans le processus. Ah, complètement. Oui, tout à fait. Je retiens malgré tout que lors de la conférence précédente, donc il était question de patients souffrant d'un cancer, le traitement de la fatigue, que ce soit en rapport avec la pathologie, en rapport avec le traitement, le seul et unique traitement de la fatigue, c'était l'activité physique. Je retiens que dans les syndromes douloureux et dans la fibromyalgie, mais les syndromes douloureux chroniques, le premier traitement, c'est l'activité physique. Je ne fais pas du prosélytisme, mais malgré tout, si on vous a fait venir, si on vous a demandé d'intervenir, c'est parce que cette pathologie est fréquente et embête beaucoup les patients, les personnes, le public, 30% de migraine. Mais donc, l'activité physique est vraiment nécessaire. Alors, en termes de pourcentage, au niveau européen, c'est assez bien réparti, surtout le continent européen. D'ailleurs, les études n'ont pas été faites de la même manière, donc c'est plus difficile, mais on est, aussi aux États-Unis certainement, on est autour de 20 à 25% de patients douloureux chroniques, de toute la population. Parce que les migraineux, c'est quand même spécifique, non féminin. Mais dans la population générale, ça fait. Alors, heureusement que tout le monde ne demande pas des consultations de. Vu les moyens dont on dispose, ce serait difficile de répondre à la demande. Les 20%. Alors après, il y a des choses assez amusantes, c'est la manière de l'exprimer. Alors ça, c'est le continent européen, mais si on prend les Suédois,
norvégien dans une étude donc, épidémiologique, on est à 30%. Donc, ils ont une vie qui est assez bien régulée. Et quand vous allez en Espagne, vous êtes plutôt à 15%. C'est le soleil. Ça pourrait être le problème. En fait, c'est très culturel. En fait, la raison soit assez culturelle, c'est-à-dire que dire j'ai mal et je suis handicapé, en Espagne, ça marche mal. Il y a une espèce d'orgueil, hein, qui fait qu'on n'en parle pas. Donc c'est assez amusant de voir entre le nord et le sud ce qui peut se passer. Et même en France, peut-être que ça se voit aussi, mais enfin, c'est un peu plus petit. Ça, c'est la première chose. Mais après, il y a aussi la profession, c'est-à-dire qu'il y a des professions où on peut se plaindre plus facilement que d'autres. Je ne sais pas si vous êtes chef de chantier et que vous avez une lombalgie, vous n'allez pas forcément en parler beaucoup. Un jour, vous en parlerez, c'est que ça va très mal, mais vous n'allez pas en parler beaucoup. Parce que vous savez qu'il y aurait quelqu'un qui peut prendre la place quand même. Il y a quand même des métiers où c'est plus compliqué d'être douloureux que dans d'autres. C'est évident. Donc là, il y a des répartitions un peu différentes, mais la douleur chronique est quand même très, très largement répandue. Vous avez parlé tout à l'heure de l'activité physique aérobie. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme repère pour savoir aérobie à anaérobie? L'aérobie, c'est vraiment un traitement, une activité cardio-respiratoire modeste. Modérée, donc la marche fait partie. Un footing très léger, la natation mesurée, ce n'est pas des longueurs assez soufflées, c'est quelque chose d'un rythme relativement modéré, modeste. En anaérobie, c'est plutôt des activités très concentrées. De l'anaérobie, je pense que quand on fait du 400 mètres, on doit être en anaérobie du début à la fin. C'est violent. Donc, voilà, c'est une activité dure et donc, qui demande beaucoup de faire appel à ses propres règles. Le vélo, c'est une activité aérobie, mais je ne suis pas sûr que quand il monte des cols dans le Tour de France et qu'il sprint à 2000 mètres. Ça vous donne un Tour de France où vous sortez avec le 2. Ah oui. Vous êtes en anaérobie tout de suite. J'avais juste une question à savoir, est-ce qu'on utilise toujours la kétamine traitement pour le coronavirus? Ça s'utilise toujours, mais de manière, enfin, en ce qui nous concerne, de manière parcimonieuse. La kétamine, c'est un anesthésique. La kétamine, c'est un anesthésique qui n'est plus utilisé en tant qu'anesthésique, sauf chez l'animal. Pour une simple raison, c'est que c'est un anesthésique qui ne crée pas de dépression respiratoire. Donc, on peut endormir, et longtemps, on l'a utilisé chez l'enfant. Quand on n'avait pas les outils nécessaires pour endormir l'enfant, enfin, tuber, etc., on utilisait la kétamine. Bon, maintenant, c'est bien réglementé, mais l'animal, quand il est un peu loin, on est content d'avoir la kétamine pour l'endormir et pouvoir le traiter, le soulager. C'est pour ça d'ailleurs qu'entre parenthèses, les vétérinaires doivent tout mettre souffler parce qu'on a tendance à leur faucher. Bien sûr, c'est un peu détourné de son action. Mais c'est encore utilisé de façon, je dirais, parcimonieuse parce que ça ne peut être un médicament puisqu'il a une durée courte d'utilisation. Ça peut être un médicament qui peut avoir qu'un effet sur un pic douloureux. C'est bien pour écrêter un pic douloureux, arrêter cette... Vous savez, la douleur, quand elle monte, on a l'impression que c'est une espèce de vague qui ne va jamais diminuer. Donc, si on l'écrète, c'est bien. Mais on ne peut pas la répéter parce que au niveau hépatique, ça pose des problèmes. Ça demande quand même une certaine organisation, et un avis cardiologique, un avis psychiatrique, de façon à ce qu'il n'y ait pas de décompensation de quelque nature que ce soit. Donc, moi, je le garde comme protocole en retrait. Mais c'est utilisé. Alors, il y en a qui l'utilisent beaucoup plus que d'autres. Bien, nous allons vous remercier. Merci beaucoup. C'était très intéressant, notamment cette notion.
qu'il est important de bien retenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore et merci à vous. Merci. Merci.